Bonjour mesdames et messieurs, au micro, Léon Weinstein, ville de Los Angeles, Californie. L'émission d'aujourd'hui, je vais l'appeler « Le char de Gideon », du même nom que les Israéliens ont donné à leur opération spéciale à Gaza. En général, quel est le sens du char de Gideon? C'est une histoire biblique bien connue. 22 000 soldats, Dieu a ordonné de réduire le nombre de soldats, je ne me souviens plus à qui, jusqu'à 300 hommes, mais de faire passer ces 22 000 par des épreuves. Et donc, après avoir passé les tests, il ne restait plus que 300 hommes qui ont réussi à effrayer, à faire fuir l'ennemi, à le faire battre en retraite et ainsi de suite. Ainsi, le char de Gédéon ou l'expulsion des Gaza. De quoi allons-nous parler aujourd'hui ici dans cette vidéo? Premièrement, l'annulation du vol de Vansa à Jérusalem. Deuxièmement, Gaza sera rasé au sol. Génocide des Blancs aux États-Unis. Nouveau scandale saisonnier remarquable à la Maison-Blanche. Qui est le meilleur ami de Zelensky et quelles sont les chances d'une trêve? Nous allons discuter de tous ces sujets et à la fin, il y aura une histoire très intéressante. Bon, d'accord, je dois lire quelques commentaires à propos de l'accomplissement. Donc, de notre chaîne, 250 000 abonnés. Premièrement, je rougis d'avance, votre sincérité est touchante, votre humour et votre sarcasme sain me remontent le moral, merci beaucoup. Deuxièmement, Léon, merci pour votre honnêteté et la pureté de votre âme et de votre cœur. Merci à vous aussi, vous êtes charmant Léon. J'espère sincèrement que cela vient d'une femme. Votre chaîne est indispensable aujourd'hui. Vous savez, étant une personne terriblement peu modeste, je dirais que oui, vraiment. Et ce n'est même pas tellement parce que je suis si doux, beau, joyeux et tout le reste. Parce que j'essaie honnêtement de vous faire une sélection de matériaux importants et de ne pas mentir. Alors, vous êtes charmant, ça nous l'avons déjà lu. Un épisode incroyablement riche, un immense merci à vous, merci beaucoup également. Cinquième, je suis particulièrement reconnaissant à Evgueni Ponasenkov et Mikhail Viller qui ont recommandé cette chaîne. Messieurs, je voudrais que vous transmettiez de ma part, ainsi que de celle d'Evgueni Ponasenkov, à Mikhail Yosifovitch Veller. C'est vrai, il m'a dit de l'appeler sans patronyme, mais néanmoins. Quant au respect, qui ont déjà été recommandés plusieurs fois, ils ont recommandé cette chaîne, et moi aussi je les recommande tous les deux. Et ce n'est pas parce que la coucou fait l'éloge du coq, mais parce qu'ils le méritent vraiment. Bien qu'ils soient très différents, peut-être même incompatibles. Je pense que, s'ils se retrouvent de là-bas, il y aura sûrement des étincelles. Mais néanmoins, tous les deux, de leur côté, ils font un travail absolument remarquable et fournissent une analyse remarquable. Différemment, horriblement. Ils le font de manière complètement différente, pas en termes de résultats. Mais néanmoins, je recommande vivement l'un comme l'autre. Eh bien, lisons aussi la dernière. Merci pour cette très belle cravate, ce n'est pas pour moi, c'est pour ma femme. On me donne juste une chemise, une cravate, on me dit « Tu vas porter ça aujourd'hui ». C'est bon, allons-y, commençons. Le vice-président des États-Unis a annulé sa visite prévue en Israël. La raison, comme il l'a dit, ou plutôt ce qu'il a dit, c'est que les États-Unis ne veulent pas que cette opération israélienne char de Gédéon à Gaza, que sa visite soit perçue comme un soutien ou comme une approbation. Cela ne veut pas dire que l'Amérique condamne, c'est juste que l'Amérique ne veut pas, disons, que les personnes avec qui il mène actuellement des négociations sur toutes sortes d'affaires, de paix et autres, ne veut pas que la position, disons, soit clairement gravée dans le bronze. Bon, d'accord, c'est quoi cette opération ? Et c'est une invasion à grande échelle de Gaza avec la tentative de chasser chacun des 2 millions de civils qui y vivent. Cela implique également des frappes aériennes israéliennes, des forces terrestres, des divisions blindées et des unités navales.
à un niveau qui n'a jamais existé auparavant. Cela inclut également la démolition complète des bâtiments qui ont déjà été bombardés. Ainsi, Israël est entré dans Gaza avec des forces supérieures à tous ceux qui avaient combattu ou pénétré là auparavant. L'objectif, selon les commentateurs, est de chasser 2 millions d'habitants de Gaza hors de la région, détruire complètement toutes les structures, aussi bien en surface que souterraines. Évidemment, il s'agit aussi de raser tout ce qui a déjà été détruit auparavant pour que rien ne puisse être reconstruit, qu'il n'y ait aucune possibilité de restauration. Regardez ceci. Ici, vous voyez une partie de cette opération où tout le territoire est déjà complètement détruit. Mais maintenant, Israël détruit ce qui reste. Il s'agit probablement de débuter la construction de nouveaux ensembles résidentiels, de centres commerciaux, etc. Israël déclare qu'ils ont donné un avertissement d'évacuation par des tracts et des messages textes, donc les journalistes et les civils qui restent mourront. Au fait, j'aime bien qu'ils aient... On peut remontrer cette vidéo. J'aime bien qu'ils aient des images de drones. Genre, voilà à quoi ça ressemble, voilà à quoi on a affaire en ce moment. On a ces images de drones. Nous sommes coincés ici et voici la zone que nous allons complètement raser de la surface de la Terre. Nous avons déjà tué tout le monde ici, alors détruisons simplement le reste. Gendron. Montez simplement, vous aurez la plus belle vue sur les nuages d'ici. Abaissez doucement la caméra vers le bas. Fais un plan beau et spectaculaire. Oui, nous allons le faire, mais n'as-tu pas eu mon message? Je t'ai dit de partir, alors explique ça, ce n'est pas à moi. S'ils ont envoyé ces messages, explique en quoi c'est leur faute. N'est-ce pas? Cela soulève la question. Comment ont-ils obtenu les numéros de téléphone de tous les Palestiniens et accès au réseau mobile palestinien? Bon, d'accord, on sait bien comment c'est, en réalité c'est juste une question énorme, flagrante. Monsieur, mais oui, ils disent, regardez, nous distribuons des tracts, nous avons prévenu que nous allions faire cela. Si vous êtes resté, c'est votre responsabilité. C'est comme si un gecko entrait chez toi et mourait. Genre, tu es venu ici tout seul. C'est ta responsabilité. Ce n'est pas ma faute. Le public vegan, y compris les journalistes, ne comprend pas la situation. Israël n'explique toujours pas, même à ceux qui soutiennent Israël, ce qui se passe. Les Israéliens, pour une raison quelconque, ne captent pas, il y a ce mot, ils ne captent pas quoi, sans connaître les détails des causes et des conséquences de ce qui se passe à Gaza. Même les journalistes et les politiciens sympathisants ne peuvent s'empêcher d'éprouver de la compassion pour ceux qui, selon eux, sont tués sans raison. C'est-à-dire à ceux qui ne sont pas directement responsables de la mort des Israéliens. Quand on a informé Trump que Zelensky s'était rendu en Afrique du Sud et qu'il y avait serré le président dans ses bras, Trump a dit à peu près ceci. Qu'est-ce qu'il fiche là-bas? Pourquoi il en a besoin? D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait ce qu'il fichait là-bas ni pourquoi il en avait besoin. Ce matin, une délégation d'Afrique du Sud était à la Maison-Blanche. Selon le protocole, lors d'une conférence de presse, il est d'usage de sourire, de hocher la tête, d'échanger des banalités, mais Donald Trump a depuis longtemps prouvé qu'il n'a ni le temps ni la patience pour le protocole. Après avoir écouté l'une des dames venues avec cette délégation, eh bien, elle est aussi en quelque sorte une invitée présidentielle à la Maison-Blanche. C'est ce côté-là qui l'a amené. Donald Trump, manifestement agacé par ses mensonges, cela se voyait sur son visage, par ces mensonges selon lesquels l'Afrique du Sud, soi-disant, fait toutes les réquisitions légalement et en toute conscience. Non, ils n'ont jamais eu de conscience. Donald Trump a donc attendu qu'on arrête de lui cirer les pompes. Et il a dit au président guéri, Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine. Et moi, j'ai donc préparé spécialement un film pour toi. Donc, sur le mur, derrière le dos de ce même président, dans le bureau ovale, il y avait une télévision allumée sur le mur et l'image de ce même président sud-africain Cyril Ramaphosa est apparue, oui, lors d'un rassemblement de ses partisans. Vous savez, je prononce toujours très mal les noms et les prénoms, on me reproche toujours ça après. Je sais, mais il faudra supporter ça. On n'y peut rien. Si vous êtes prêt à supporter tout le reste, supportez aussi cela. Il s'appelle Cyril Ramaphosa. Oh, Cyril Ramaphosa, c'est bien ça. Donc, lors du rassemblement des partisans, ce même Cyril dit exactement le contraire de ce que lui et ses collègues affirmaient il y a 1 minute. À la Maison-Blanche, dans le bureau ovale, je veux dire à la Maison-Blanche.
Et Ramaphosa, ainsi que ses collègues du parti, appelaient à tuer les Blancs, à leur prendre leurs biens. Ce n'est pas drôle. Et à se venger d'eux pour tous les péchés de la race blanche devant le monde entier. De plus, Ramaphosa, désormais officiellement ami du président Zelensky, eh bien, il a réussi. Avant de venir ici, il a, disons, encore élargi ses liens avec Hamas et l'Iran. Les liens existaient déjà, mais il les a encore renforcés. De plus, il les soutient par tous les moyens, dans la guerre contre les Juifs. Il n'a pas combattu contre Zelensky, parce que zone industrielle, Zelensky est un converti. De ce point de vue, cela signifie qu'il est musulman, chrétien, etc., mais pas juif. Le film que Trump a montré à l'invité et aux journalistes contenait des épisodes de passages à tabac, d'expulsions, de tortures infligées aux Blancs, simplement parce qu'ils étaient blancs. Je ne sais pas à qui appartient ce gars, a dit Trump en parlant, donc, de Ramaphosa. Il a eu mon numéro de téléphone personnel de Zelensky. Probablement, je ne sais pas, mais il m'a appelé directement et a demandé à me rencontrer. Et les voilà, ici en train de discuter. Et le chromophore devenait tantôt rouge, tantôt vert. Je pense que ce sont les couleurs de la haine extrême et de l'irritation. Allez, Cela a commencé à me rappeler quelque chose, une rencontre avec un ami, donc la chromophobie, Zelensky dans le même bureau ovale. Nous sommes ici, a dit Chromophose, déjà furieux avant cela, ou peut-être qu'il est Chromophosa, ou il est chromophose, probablement, en tout cas, qu'on a poussé du nez dans son propre. Eh bien, disons que le mot « merde » ne peut pas être prononcé, disons, dans son mensonge. Pour que relancer notre relation, redémarrer notre relation. Et c'est ce que je vais discuter aujourd'hui. Molle, pas ces bêtises. Oui, j'ai menti, c'est une habitude chez moi de toujours mentir. En février, Trump a arrêté toute aide à l'Afrique du Sud, et toutes les opérations commerciales avec eux ont également été suspendues. UAR est dans le camp de nos ennemis, en fait, qui qu'ils soient, Bleptilien Chénan. Spécialement, UAR est toujours là, mais ils ont peur de nous perdre comme partenaire commercial. Si tu continues, Chesson, à te comporter comme tu l'as fait ces 3 dernières années, nous allons te déconnecter du système de paiements internationaux, a récemment déclaré Rubio sur son fil d'actualité à l'EXC. C'est à ce même chromophose qu'il s'est adressé. Il n'y aura plus ni visite, ni aide, ni commerce. Seulement si tu changes de politique et compenses les territoires, les fermes et tout le reste que tu as pris aux Blancs conformément aux problèmes internationaux. À l'Organisation des Nations Unies, l'Afrique du Sud, avec la Chine, la Russie, l'Iran et l'Ukraine, a accusé Israël de génocide. Cela n'a pas non plus aidé les relations avec les États-Unis. Il y a eu de nombreuses spéculations sur le comportement de Trump envers la délégation sud-africaine. Mais des preuves directes, en plein visage, et en plus devant les journalistes, ont dépassé toutes, absolument toutes les hypothèses, suppositions et conjectures. Et aujourd'hui, le Conseil des ministres va rencontrer une délégation d'Afrique du Sud. Ce n'est pas très clair pourquoi, mais disons, à cette réunion sera également présent un natif d'Afrique du Sud, Elon Musk. Peut-être que c'est justement pour cela qu'ils se rencontrent, pour qu'Elon puisse y parler. Et Elon a effectivement quelque chose à dire, disons, aux salauds racistes et aux meurtriers à propos de leurs expropriations légales de biens et de vie des citoyens d'Afrique du Sud, du monde blanc. Regardons maintenant ensemble un extrait du scandale dans le bureau ovale. La suite arrive. Plus d'1 millier de fermiers blancs et ces véhicules se sont alignés pour rendre hommage ce dimanche. Les filles se reposent que vous voyez sur cette croix et c'est un spectacle horrible. Je n'ai jamais rien vu de tel, les filles. Se repose, il ne veut pas voir ça. Des croix bordent les 2 côtés de la route. Il feint de l'ignorance face à la situation. On vous a dit où c'est, monsieur le président? Parce que je n'ai jamais vu ça auparavant. Non, je voudrais savoir où c'est, parce que je n'ai jamais vu ça. Je ne les ai jamais vus. Nous non plus? D'accord, c'est en Afrique du Sud, voilà où c'est. Bonne réponse, Nelovko.
Monsieur le Président, le Pentagone a annoncé qu'il acceptera temporairement un avion qatari comme Air Force One. De quoi parlez-vous, Qatari? Et là, un journaliste a décidé de sauver le président sud-africain et de changer de sujet. Mais d'autres, disons employés de la télévision américaine, limités uniquement à la télévision, sans parler de tous les autres journalistes libéraux. Oui, le sort des fermiers blancs en Afrique du Sud, eh bien, ça ne les intéresse absolument pas. Suivez maintenant Donald Trump. Maintenant, nous sommes passés au sport. Ils viennent juste de voir. La vidéo la plus dramatique au monde. Et cet idiot S a posé une telle... Une question pareille. De quoi tu parles? Tu sais, je veux que tu partes d'ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Va-t'en d'ici. Avec cet avion qatari, ils donnent à l'United States Air Force un avion. D'accord. Et c'est formidable. Nous parlons de beaucoup d'autres choses. NBC essaie d'éviter le sujet de ce que vous venez de voir. Tu es vraiment un terrible journaliste. Dieu merci, il y a enfin un président aux États-Unis qui ne joue pas à des jeux pour plaire aux gens respectables. D'abord, tu n'as pas ce qu'il faut pour être journaliste, tu n'es pas assez intelligent. Mais le fait que tu aies commencé à parler de l'avion qui a été remis à l'armée de l'air américaine, d'ailleurs, c'est un très bon geste. Ils ont également investi 5 sur 1 billion de dollars d'investissement en plus de cet avion. Monsieur Hay, reviens et tu devrais retourner à ton studio à NBC parce que Brian Roberts et les personnes qui dirigent cet endroit doivent faire l'objet d'une enquête. La façon dont vous gérez cette chaîne est tout simplement horrible et tu es une honte. Plus aucune question de ta part. Continuez. Soyons honnêtes les uns avec les autres. Parle-nous de ça. Il poursuit. Ce n'est pas terminé. Il s'appelle Peter, quelque chose comme ça? C'est un journaliste horrible? Doucement, 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 avançons. Merci beaucoup, Président Trump. Nous allons demander... Merci beaucoup à vous, ma chère. Je n'ai jamais rien vu de pareil, et je n'ai jamais rien vu de pareil. Si pendant le premier mandat de Trump, il y avait des conflits, mais il n'expulsait pas les journalistes qui s'étaient emportés, alors pendant ce mandat, il en a. Eh bien, pour les idiots et les salauds, il n'y a tout simplement ni temps ni patience. Que voudriez-vous que le président Ramaphosa fasse concernant la situation que nous venons de voir à l'écran? Je ne sais pas. Ce sont tous des fermières blanches qui sont brûlées, et lui, il pose des questions sur un avion qui a été offert. Vous devriez avoir honte, vous savez, vous êtes tellement mauvais. Vous êtes un si mauvais reporter. C'est vous qui nous introduisez précisément dans le lieu secret de ces instructions. Et je ne sais pas comment cela pourrait être encore pire. Je vais juste m'arrêter ici. Et vous savez, cette personne que vous avez vue, ces hommes que vous avez vus, ces gens que vous avez vus, ce sont des fonctionnaires, ce sont des personnes qui occupèrent des postes. Ils n'avaient qu'une seule marche, ils dansaient dans votre Parlement, peu importe comment vous l'appeliez, l'organe législatif. Permettez-moi de préciser cela, parce que ce que vous avez vu, ces discours qui ont été prononcés... Vous avez remarqué comment Ramaphosa se tortillait, justement pour ne pas voir les vidéos que vous montriez. Qu'est-ce qui pourrait interrompre Trump? Et finalement, on lui a donné la parole. Tout d'abord, ce n'est pas une politique d'État. En Afrique du Sud, nous avons une démocratie multipartite qui permet aux gens de s'exprimer. C'est-à-dire que cela ne faisait pas partie de son travail. Ses propos, comme il l'a expliqué, relèvent simplement de la liberté d'expression. Je dis ce que je veux, des appels à tuer, par exemple. Eh bien, si j'en ai envie, je le dis. Les partis politiques doivent suivre différentes politiques, et dans de nombreux cas, ou dans certains cas, ces politiques ne coïncident pas. Un homme court en ville avec une grande foule. La politique contredit complètement ce qu'il disait. Même au Parlement. Et c'est un petit parti minoritaire qui, selon notre Constitution, a le droit d'exister. Malheureusement, en raison d'activités criminelles, cela ne concerne pas uniquement les personnes blanches. La majorité d'entre eux sont noirs. Et maintenant, nous avons commencé à utiliser... Les fermiers ne sont pas noirs, je ne pense pas que ce soit ni bien ni mal, mais les fermiers ne sont pas noirs. Et ce sont précisément ces personnes qui sont tuées en grand nombre. Et vous avez vu toutes ces tombes?
Et ce sont des gens dont les proches, comme on m'a dit, viennent probablement le dimanche matin pour rendre hommage à leurs proches qui ont été tués. Vous savez, je veux dire, nous sommes ici pour en parler, et je ne savais pas que nous serions impliqués ici. Mais laissez-moi vous dire une chose. Si les informations n'étaient pas complètement fausses, parmi les pires fake news... Horrible. Mais si ce n'étaient pas des fake news comme cet imbécile qui... Chez nous. Ici. Si nous avions de vrais journalistes, ils en parleraient, mais les fausses informations dans ce pays n'en parlent pas. Au fait, pourquoi les médias américains, comme les chaînes de télévision, ne parlent-ils jamais des morts blancs, alors qu'ils ont parlé pendant des années et sans relâche des morts noirs? Voilà, et voici le dernier sujet pour aujourd'hui. Et maintenant, regardez pourquoi de plus en plus de gens, y compris les démocrates, pensent que les élus au Congrès, enfin au Congrès, au Sénat, les démocrates, sont des idiots complètement givrés. D'après les sondages, 21% de la population leur font confiance. Et j'espère que ce chiffre est exagéré. Ça me semble être une grosse exagération. Voici les questions du démocrate, membre du Congrès William Keating à Marc Rubio. La Russie est-elle l'agresseur dans la guerre en Ukraine? La Russie a envahi l'Ukraine, donc ils sont l'agresseur dans cette guerre, c'est exact. Ils les ont attaqués. Oui, merci à vous, monsieur. Parce qu'il est important de clarifier ce point, car le président Donald Trump a dit que c'est l'Ukraine qui a commencé cette guerre. Et nos alliés doivent le savoir. Deuxièmement, la personne avec qui nous menons des négociations, Vladimir Poutine, c'est un criminel de guerre. Je pense qu'il faut examiner ce qui s'est passé là-bas et qualifier ces actes de crimes de guerre. Notre objectif est de mettre fin à la guerre. C'est un criminel de guerre. On ne peut pas mettre fin à la guerre sans lui parler. C'est assez simple. Vladimir Poutine, avec qui nous menons des négociations, est un criminel de guerre. Ce n'est pas compliqué. J'essaie simplement de répondre à votre question en expliquant que nous tentons de mettre fin au conflit. Non, ce n'est pas une réponse simple. Vous esquivez ma question, monsieur. Répondez-y simplement, je vous prie. Et la réponse est la suivante. Des crimes de guerre ont été commis, il n'y a aucun doute là-dessus, et qui en est responsable? Le moment de la responsabilité viendra, mais l'urgence est de stopper la guerre. Vous n'y parviendrez pas, le temps presse. Les gens vont demander mon temps, monsieur, permettez-moi de continuer. Parce que je ne comprends pas cela. Car maintenant, vous êtes assis devant nous en tant que secrétaire d'État et il n'y a pas si longtemps, vous étiez assis en tant que sénateur lors des auditions pour la confirmation de Rex Tillerson au poste de secrétaire d'État. À l'époque, les circonstances étaient exactement les mêmes, mais inversées. Et vous lui avez demandé si Poutine donnait l'ordre de frapper des écoles, des marchés, des hôpitaux, des aires de jeux pour enfants. Et en plus, dans ce cas, il a enlevé 20 000 enfants. C'est clairement un crime de guerre. À l'époque, vous avez déclaré très clairement que Vladimir Poutine était un criminel de guerre. Et maintenant, vous refusez de l'appeler criminel de guerre et vous ne répondez pas à la question sur les mêmes circonstances. Vous déformez mes propos, monsieur. Je reprends la parole. Vous rappelez-vous de ce que vous avez dit au secrétaire d'État Tillerson lorsqu'il éludait la question, comme vous le faites en ce moment? Je n'ai pas évité la question. Vous avez dit que vous ne me laissiez pas répondre et je pense que vous êtes tout aussi évasif. Je vous donne une seconde chance. Vladimir Poutine est-il un criminel de guerre? Je vous ai déjà dit que des crimes de guerre ont été commis. Vous n'avez pas dit qu'il est un criminel de guerre. Monsieur le Président, permettez-moi de répondre. Je reprends mon temps, monsieur. J'utilise vos propres mots, donc pas besoin de répondre. Vous souvenez-vous de ce que vous avez dit au candidat de l'époque au poste de secrétaire d'État, Tillerson? Vous avez dit que vous étiez très déçu de son incapacité à reconnaître que Poutine est vraiment un criminel de guerre. Vos paroles, il n'y a rien d'autre à ajouter, vous êtes incohérent. Troisième question, monsieur, j'ai répondu à votre question. Vous ne laissez pas répondre. Vous n'avez pas répondu à la question sur Poutine et vous reprenez constamment la parole. Vous me posez une question, puis vous reprenez la parole. Comment puis-je répondre à la question? Laissez-moi continuer. J'ai 3 questions. Ou vous assez 2 questions, vous récupérerez du temps. Je suis à votre écoute. Quelle est votre question? Le voici. Ainsi, parmi nos alliés les plus proches, il y a des inquiétudes concernant l'unilatéralité des négociations avec la Russie et l'Ukraine. Messieurs, arrêtez. Secrétaire Rubio, ordinaire ou inspiré, si vous souhaitez répondre. Puis-je récupérer quelques secondes? Merci.
Des crimes ont été commis dans la guerre contre l'Ukraine et il y aura des responsabilités. Mais notre objectif actuel est de mettre fin à ce conflit. Chaque jour que cette guerre continue, des gens meurent, deviennent handicapés et de nouveaux crimes de guerre sont commis. Permettez-moi de le dire franchement, cela durera tant que la guerre ne sera pas terminée. Premièrement, je ne comprends pas comment les alliés européens peuvent s'exprimer de cette manière. Je discute quotidiennement avec nos alliés européens et rencontre les ministres des Affaires étrangères du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne. Parfois, je les vois plus souvent que mes propres enfants. Monsieur K, je rende votre temps, vous ne donnez pas la parole à Monsieur Keating, je demande l'accord. Vous ne lui donnez pas la parole. Président, la parole n'a pas été donnée. Je demande l'accord unanime pour l'inscrire au procès verbal. Monsieur Keating, vous n'êtes pas reconnu. Secrétaire. Je demande l'accord unanime pour l'inscrire au procès verbal. Monsieur Keating, vous n'avez pas le droit de parler. Cet article exprime une opinion, donc vous ne reconnaissez pas monsieur pour le moment. À toute personne demandant l'unanimité pour inscrire un document au procès verbal, refusez-le. Votre temps de parole est écoulé. Il vous reste peut-être un peu plus d'1 minute. Monsieur le secrétaire, veuillez continuer. Notre but est de finir la guerre. Nous devons discuter avec Bush. Monsieur le Président, nous devons conclure. Mon temps est écoulé. Le temps. Le temps imparti pour sa réponse à ma question est également écoulé. Maintenant, c'est au tour du prochain intervenant. Telles sont les règles dans ce comité. Vous ne permettez même pas à notre ambassadeur d'inscrire quoi que ce soit au procès verbal. Récemment, l'ambassadeur Bring a démissionné de son poste en Ukraine en raison du comportement de cette administration. Après 30 ans de service, monsieur, votre temps est écoulé selon l'horloge devant vous. Continuez. Notre but est de stopper cette guerre pour éviter plus de morts. Et d'ailleurs, nous voulons que tous ces enfants qui ont été enlevés à leurs parents rentrent chez eux. Nous voulons simplement que les gens arrêtent de mourir. Chaque jour, la guerre continue de faire des victimes et de détruire des vies. Nous voulons que cela cesse. Je ne sais pas comment exprimer plus clairement la position de Rubio, Trump, Venza et la mienne, mesdames et messieurs, qui coïncide avec la leur. Si l'Ukraine peut chasser l'agresseur de son territoire, drapeau en main, mais elle ne le peut pas. Elle a besoin de l'aide du monde entier. Elle a besoin de notre aide, de l'aide de l'Europe, de l'aide de qui que ce soit. Parce qu'ils ne s'y étaient pas préparés. Non seulement ils sont un pays plus petit, non seulement ils ont moins de moyens, mais en plus, ils ne s'y étaient pas préparés. Ils ont pillé la deuxième république la plus riche en industrie de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Maintenant, ils demandent, exigent, accusent de cruauté et d'inhumanité ceux qui disent « Nous avons besoin de notre argent nous-mêmes ». Nous pensions à l'avenir, mais vous, les gars, pas tellement. Laissez-moi vous raconter une histoire. Un jour, je l'ai entendu de la part d'un homme brillant, Jace Nelson. C'était le principal conférencier de l'Institut, comme il s'appelait, donc ce fameux Los Angeles Free Enterprise, c'est-à-dire l'Institut de l'entreprise libre de Los Angeles, élève et collaborateur du génial Galambous Korablekrouchny. 2 personnes, Vassia et Kolya. Il utilisait d'autres prénoms, mais nous les traduirons simplement en russe. Il se retrouve sur une île déserte. C'est l'été, il y a des oiseaux, des fruits. Vassia dit, il faut faire des provisions de nourriture, il faut construire un abri et l'isoler. Kolya dit, je suis sûr qu'on nous sauvera avant l'arrivée du froid. Eh bien, on ne les sauve pas. Des temps durs s'annoncent, Vassia a un toit et de quoi manger, contrairement à Kolya qui a faim et dort dehors. Laisse-moi entrer, frère, j'ai compris combien j'étais idiot. Vassia laisse entrer Kolya et ils meurent presque de faim en partageant la nourriture qui avait été prévue pour une seule personne en 2 parts. L'été arrive avec ses fruits et ses oiseaux. Vassia songe à l'avenir, mais pas Kolya. Et encore une fois, frère, laisse-moi entrer, et encore une fois l'été, les oiseaux meurent presque de faim. Et l'un dit, préparons-nous, l'autre dit, voilà, je suis sûr que cet été on nous sauvera forcément. Et quand il fait froid, encore une fois, frère, laisse-moi entrer. Mais Vassia ne laisse pas entrer, il dit, c'est bon 2 fois, la 3e fois je ne le ferai pas, je t'avais prévenu. Et Kolya considère Vassia comme un salaud, il le trouve dur et inhumain. Maintenant, Kolya déteste Vassia et passe la moitié du temps à l'insulter en courant autour de sa maison. Le 2e le supplie de le laisser entrer au chaud et de partager sa nourriture. Oui, il promet des montagnes d'or, bien sûr, et plus il fait froid, plus il promet.
Mais entre les supplications et les promesses, il ne peut pas se retenir et traite Vassia donc de porc repu et jure de le tuer à la première occasion. J'ai en fait 2 questions à propos de cette histoire. Premièrement, est-ce que cette situation ne vous rappelle pas un peu la configuration avec l'Ukraine et les États-Unis? Et la deuxième question, comment répondriez-vous à Kolia face à ses exigences, sa demande et sa supplication de le laisser passer un 3e envers? Dans une maison qu'il n'a pas construite, il y a de la nourriture qu'il n'a pas préparée. Alors, Kolia, qu'as-tu fait pendant l'été? Eh bien, moi, j'ai chanté, j'ai dansé, j'ai fait tourner les jupes des filles. C'est comme ça qu'on chante dans les chansons populaires. Chanter, danser, faire tourner les jupes des filles. Récemment, au Sénat, on a posé à Rubio beaucoup de questions similaires. Voilà la sénatrice Shaheen, une démocrate, pas du tout stupide, qui interroge le secrétaire d'État. La conversation que le président a eue avec... Nous avons entendu la conversation que le président a eue avec Vladimir Poutine, une conversation téléphonique au cours de laquelle Poutine n'a accepté aucune négociation significative qui pourrait mettre fin à cette guerre en Ukraine. Comme l'a reconnu le président Trump lui-même, Vladimir Poutine le mène tout simplement en bateau. Nous avons maintenant un projet de loi bipartisan au Sénat, dirigé par Lindsey Graham. Il compte 80 sponsors. Je comprends que les membres de la Chambre des représentants sont prêts à examiner cette question par le biais d'une pétition de décharge, si nous l'adoptons au Sénat. Combien de temps encore faudra-t-il avant que nous ne maîtrisions Poutine? Et êtes-vous prête à soutenir ce projet de loi sur les sanctions soutenues par Graham Blumenthal et 78 autres membres du Sénat? La sénatrice Shaheen dit que 80 des 100 sénateurs sont déjà prêts à imposer à tous les pays qui achètent du pétrole à la Russie 500% de droits de douane sur l'importation de marchandises aux États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire que la Chine est bien le principal acheteur, même si elle parvient à un accord avec Trump pour réduire les droits de douane, ils enclencheront cette affaire. Ils continuent d'acheter du pétrole à la Russie, boum, tout s'arrête là, tout commerce cesse, la Chine ne pourra plus rien nous apporter. Laissez-moi d'abord répondre à votre dernière question sur le projet de loi. Nous ne pouvons pas contrôler les actions du Congrès. Ce que nous avons fait savoir aux Russes, il y a 6 à 8 semaines, sénateur Shane, vous avez expliqué clairement aux Russes ce qui se passerait en l'absence de progrès lors d'une conversation. Et cela a été répété à plusieurs reprises. Je tiens également à souligner ce point crucial. Aucune sanction individuelle contre la Russie n'a été levée. Toutes les sanctions en vigueur sous l'administration précédente restent valables. Au fait, regardez la femme à droite de Rubio, c'est Abby Bruce. On s'attend à ce qu'elle ait une carrière brillante dans l'administration. Et je soupçonne que ce que dit Rubio, c'est elle qui l'a écrit. Nous n'avons pas perdu nos leviers d'influence. Nous avons à présent les mêmes leviers que sous l'administration précédente. Eh bien, monsieur le ministre, je dirais que le levier que nous avons perdu, c'est le retrait de la question de l'adhésion à l'OTAN de l'ordre du jour. Le refus de l'engagement à continuer d'aider les Ukrainiens en échange de renseignements, ainsi que dans la fourniture d'équipements et d'armes militaires dont ils ont besoin pour mener cette guerre. Eh bien, cela continue. Il y a eu une pause d'1 semaine. Tout cela a été repris et continue. Mais cela concernait l'échange de renseignements et non l'équipement et les armes qui... Oh, c'est vrai, ce programme n'a pas été annulé. Il continue de recevoir des armes des États-Unis. Nous continuons à financer les besoins des Ukrainiens en tant que président. Et vous êtes prête à adopter un autre projet de loi supplémentaire pour les soutenir si nécessaire. C'est une autre décision et une autre question. Ce n'est pas à moi d'en décider. La Maison-Blanche décidera si elle sollicite des fonds supplémentaires au Congrès. Mais tout ce qui a déjà été approuvé et alloué par le Congrès se poursuit. En réalité, tout ce que les Ukrainiens ont demandé en plus, ce sont des moyens de défense anti-aérienne, des systèmes patriotes que, pour être honnête, nous n'avons pas. Nous collaborons étroitement avec nos alliés de l'OTAN. Il y a des alliés de l'OTAN qui disposent de batteries de missiles Patriot qu'ils pourraient transférer aux Ukrainiens pour défendre, par exemple, l'espace aérien de Kiev. Et d'autres endroits. Nous encourageons activement cette démarche et nous travaillons avec nos partenaires pour assurer la livraison de certains de ces systèmes. Comme vous pouvez l'imaginer, aucun de ces pays non plus ne veut se séparer de ses patriotes.
C'est-à-dire que les Européens ne veulent pas donner leurs Patriots pour défendre Kiev. Eh bien, ils ne veulent pas. Et ils ne peuvent pas très bien expliquer comment concilier leur désir sincère d'aider l'Ukraine avec leur réticence à aider l'Ukraine. Mais nous ne pouvons pas les produire assez vite. L'un des problèmes rencontrés est que l'Ukraine, c'est... les munitions sont consommées plus rapidement que l'Occident ne peut les produire. Mais globalement, nous en sommes capables. Cependant, nous pouvons tous convenir d'une chose sur l'Ukraine. La crise ne peut être résolue militairement. Un règlement négocié doit être la conclusion. Et le principal problème auquel nous sommes confrontés en Ukraine est le suivant. La Russie veut quelque chose qu'elle n'a pas actuellement et à quoi elle n'a pas droit. Le problème, dit Rubio, c'est que la Russie veut quelque chose qu'elle n'a pas conquis, qu'elle ne peut pas conquérir et qui ne lui appartient en aucun cas. Et l'Ukraine, de l'autre côté ? L'Ukraine veut quelque chose qu'elle ne peut pas obtenir militairement. L'Ukraine veut obtenir quelque chose qu'elle ne peut pas récupérer elle-même. Et c'est là que réside le cœur du problème. Je ne conteste pas cela dans une certaine mesure, mais d'un autre côté, ce que fait actuellement Vladimir Poutine, c'est qu'il gagne du temps et il joue avec ce président comme avec un violon. Et plus il continue à le faire, plus il a de possibilités d'obtenir du territoire en Ukraine et plus il sera difficile de le faire asseoir à la table des négociations. Nous devons tout faire pour exercer une pression sur Vladimir Poutine par tous les moyens possibles et obtenir que nous puissions les amener à la table des négociations. Je ne suis pas d'accord avec cette analogie sur le violon, parce qu'en réalité, lorsque Vladimir Poutine s'est réveillé ce matin, il faisait face aux mêmes sanctions qu'au tout début de ce conflit. L'Ukraine recevait toujours des armes et des livraisons de notre part et de nos alliés. L'Union européenne est sur le point d'imposer de nouvelles sanctions. Et les États-Unis cherchent s'il n'y a pas des batteries patriotes qui pourraient être transférées d'autres pays de l'OTAN, des pays de l'OTAN vers les mains des Ukrainiens. Et ce que le président essaie de faire, c'est de mettre fin à la guerre. Il essaie de mettre fin à cette guerre sanglante et coûteuse qu'aucune des parties ne peut gagner. Et des gens meurent chaque jour. Alors, terminons là-dessus. Si l'un des Ukrainiens n'est pas d'accord avec Rubio, expliquez ce qu'il faut faire, mais excluez notre aide financière américaine. Nous n'en avons pas ? Évidemment non. Eh bien, le mot, vous savez, c'est fini. Il n'y en a pas. Oui, nous n'avons pas d'argent. Pour vous. Oui, si vous dites, mais vous donnez à vos enfants. Oui, nous donnons à nos enfants. Oui, mais pour vous, eh bien, désolé, non. Donc, toutes les idées, sauf que l'Amérique, c'est-à-dire que l'Amérique va donner, l'Amérique va aider, l'Amérique va sauver, cela n'arrivera pas. Messieurs, permettez-moi de le redire, ce n'est ni parce que je suis mauvais, ni parce que Ruby est dégoûtant ou autre. L'Amérique ne peut plus et l'Amérique ne veut plus. Parce que, eh bien pour la troisième fois, messieurs, après que vous, comme on dit, n'avez pas construit de maison, n'avez pas préparé de nourriture, alors, proposez toutes les options de victoire et d'expulsion des Russes de votre pays comme vous le voyez. Oui, mais sans que les États-Unis soient obligés, doivent, ne peuvent pas, n'ont pas à le faire, et ainsi de suite. Non, non. Vous vous y habituerez, il ne cédera pas. Nous essayons de vous aider en ce moment. Et vous dites que nous sommes les carpettes de Poutine, que nous vous avons vendus, que vous nous détestez. Eh bien, c'est comme Kolia, oui, de mon histoire sur l'île inhabitée. Ok, des likes, messieurs, et devenez sponsors, et nous vous ferons des vidéos spéciales pour les sponsors. Le sponsoring coûte à partir de 4 $. Pour 4 $ par mois ou pour 1 000 $ par mois, ce sera exactement la même chose. Donc, quelqu'un qui peut, 4, quelqu'un qui peut, 20, quelqu'un qui peut, 100. Un immense merci. Tout va au paiement des chaînes, des personnes qui m'aident, et ainsi de suite. Et certains d'entre eux sont des bénévoles, mais d'autres sont purement des techniciens. Ils ont du temps, ils doivent te gagner de l'argent, 4 $ par mois. Mesdames et messieurs, voici comment devenir sponsor. Et aussi, le dimanche à 10h du matin, heure de Los Angeles, selon notre fuseau horaire de la côte ouest. Je fais des diffusions en direct et aussi, disons, pendant environ une demi-heure, je raconte des choses plus profondes, plus, je ne sais même pas comment dire, plus... Essayez, écoutez, vous pourriez apprécier et accrocher.
Eh bien, pendant environ une demi-heure, je raconte et pendant environ une demi-heure, je réponds aux questions que les gens me posent en direct. Au revoir, à la prochaine, salut.